Eh ben, c'est parti. Bonsoir à tous. Eh ben, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence un peu spéciale. Vous savez que d'habitude, nos conférences ont lieu à la médiathèque et on est très heureux ici de vous faire profiter de cette conférence au CPA. Et on les remercie aussi pour leur accueil. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Olivier Hamon, chercheur à l'INRAE, qui travaille à l'école normale à Lyon. Qui est biologiste végétal, et on en discutait tout à l'heure, et en fait, il étudie les forces qui régissent le développement, notamment des plantes et des feuilles. Voilà. Il ne voulait pas que je le dise, mais je l'ai quand même dit. Pour la petite histoire aussi, moi je suis très contente à double titre de recevoir Olivier Hamon, pas uniquement parce que c'est un chercheur émérite, et vous allez le voir immédiatement, mais simplement parce que je l'ai rencontré il y a 1 an et demi à Paris lors d'une journée de conférence organisée par la Fondation pour la recherche pour la biodiversité. Et j'ai été assez surprise et étonnée par ce qu'il disait, et en tout cas ça a fait résonner quelque chose chez moi. Et ce contexte où cette idée finalement qu'il y a d'autres modes de fonctionnement, que ce soit dans la nature ou que nous aussi on puisse inspirer d'autres modes de fonctionnement, et que la performance ne soit pas tout, mais qui est finalement, la nature utilise aussi beaucoup la résilience pour s'adapter. Et ça, c'était pour moi, en tout cas, voilà, quelque chose d'assez intéressant et qui allait dans le sens de ce qu'on essaye, nous aussi, de développer comme image et puis comme modèle. Voilà, et bien, sans plus attendre... Alors, Olivier Hamon est également l'auteur de 3 livres dont il vous fera part à la fin de cette... voilà. Donc, sans plus attendre, merci à vous d'être là et je laisse la place à Olivier pour sa conférence. Merci, je prends le micro, merci. Merci de l'invitation. Alors c'est parti, je vais vous mettre ma petite diapo, voilà. Voilà, en effet, donc je viens de Lyon, donc je suis quasiment un voisin. Et donc je vais vous parler de cette fameuse 3e voie du vivant, antidote au culte de la performance. Alors je commence avec ce tableau du douanier Rousseau qui s'appelle Joyeux farceur. C'est un tableau qui un peu donne, enfin quand on est un enfant et qu'on regarde le vivant, c'est un peu ça qu'on a en tête, quoi. Côté, oui. Ah alors. Là, ouais, ou l'autre. Est-ce que c'est mieux là? C'est peut-être à la régie ou c'est bon? Vous entendez? Ouais. Dites-moi. Ok, bah, du coup, alors, le douanier Rousseau, vous voyez, bon, en fait, c'est surtout les images. Donc là, vous voyez, côté foisonnant, un petit peu coloré, différentes formes un peu imprévisibles. Donc ça, c'est l'image qu'on a du vivant quand on est un enfant. Et puis, assez rapidement, on se rend compte qu'on en a fait ça, quoi. Voilà, on l'a bien organisé, on l'a bien rangé, on l'a bien rationalisé. Et donc, assez rapidement, en fait, on se dit que... je vais peut-être utiliser ça. On se dit qu'on est dans un monde optimisé. En fait, c'est la valeur cardinale du monde dans lequel on est, c'est la performance, qu'il faut que je définisse. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Ben, ce monde de la performance, c'est bien le monde dans lequel on est. Alors là, vous avez vu les champs, mais c'est vrai partout. Donc dans le biomimétisme, par exemple, hein, là je prends l'exemple d'un... Alors je vais peut-être fermer cette petite NVIDIA. Tac. Voilà, dans le biomimétisme, on a beaucoup d'exemples comme ça. On a essayé de copier le vivant en lui plaquant de la performance. Donc là, c'est par exemple le Martin Pêcheur avec le Shinkansen japonais. Alors ça, c'est pas vraiment du biomimétisme, hein, ça c'est du technomimétisme. On a plaqué du technique sur le vivant, hein, c'est surtout ça en fait. Hein. Ça dit beaucoup de notre obsession pour la performance, ça ne dit pas grand-chose du vivant. Mais bon, c'est donc le monde dans lequel on est. Alors, il y a aussi d'autres choses, évidemment, l'agriculture intensive, les villes, l'urbanisme, l'architecture, tout ça. En fait, il y a de la performance à tous les tournants, si vous voulez, hein, voilà, pour les habitants, pour les voitures, pour tout ça. Et puis, assez rapidement, on se rend compte que cette performance, elle devient... pas complètement justifié. C'est que là, par exemple, dans le métro, là, on voit souvent des gens qui regardent leur téléphone portable. Donc en fait, même l'ennui n'est plus possible, quoi. Il faut qu'on soit tout le temps en train de faire des choses, quoi. Tout le temps performant, même dans les moments où on ne nous demande pas d'être performant. Au restaurant, hein, aussi, on voit beaucoup de téléphones portables. Bon, donc du coup, alors voilà. Et donc si on va un cran plus loin, il y a aussi des choses assez étonnantes. On dit que l'IA, hein, l'intelligence artificielle, va nous aider. Hein, voilà, et donc c'est un peu l'étape ultime de la performance. Et en fait, quand on regarde les articles scientifiques qui sortent sur l'IA, on parle aussi beaucoup de
de l'effet s'endormir derrière le volant. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. L'effet s'endormir derrière le volant, c'est qu'en fait, quand on a des intelligences artificielles qui sont très performantes, on a tendance à leur faire beaucoup confiance. Et du coup, on laisse passer des erreurs très grosses. Alors que quand on a des IA qui ne sont pas très performantes, on est plus vigilant. Et du coup, c'est plutôt un copilote, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui va nous aider à faire des choses, mais qu'on ne va pas complètement déléguer à l'IA. Et en fait, le résultat est meilleur quand les IA sont moins performantes. Alors là, il y a un petit souci quand même, parce que voilà, la course à la performance, si ça doit faire des IA qui sont finalement moins performantes à la fin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et puis bon, évidemment, alors le syndrome parfait de l'excès de performance, c'est le burn-out. Alors là, je prends la citation, c'est un article du Monde. « J'avais poussé la porte de son cabinet pour avoir des somnifères dans l'espoir de retrouver le sommeil et de continuer à fonctionner au boulot. » Donc là, voilà, donc Robin, 27 ans. Donc là, en fait, vous voyez, alors, tout est dit là. C'est en fait, on a quelqu'un qui pense que la chimie va lui permettre de continuer son niveau de performance et utilise le mot fonctionner comme s'il était une machine. Donc ça, c'est typiquement le symptôme d'un burn-out en construction. Bon, ça, c'est les excès de performance, évidemment. Alors du coup, si on va jusqu'au bout, on peut aller voir les gourous de la performance. Notre maître à tous, Elon Musk, qui nous dit la clé est que nous devons faire fonctionner le projet sur Mars. Donc là, voilà, là on arrive à peu près au moment ultime de performance où en fait le but, c'est maintenant, ça va d'aller sur une planète morte. Alors si on réfléchit bien, d'aller sur une planète morte, ça n'a vraiment aucun sens. Ça, c'est garanti, ça n'a vraiment aucun sens. On ne peut pas habiter sur Mars. On ne sait pas faire l'agriculture circulaire. Donc ça ne sert à rien d'aller sur Mars. On peut envoyer des robots, mais pas des humains. Donc là, c'est vraiment le stade ultime de la performance qui n'a plus aucun sens. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'atterrir et d'observer. Si on observe la Terre, si on est sur Terre, qu'est-ce qu'on voit, quoi ? Alors du coup, allons-y, observons. Et donc en fait, moi je vous propose un chemin en fait en 4 étapes où on va essayer d'atterrir et d'inventer un nouveau chemin qui peut-être nous fasse dérailler du culte de la performance. Alors allons-y. Première étape, elle est indispensable. La première étape, c'est de critiquer la performance. En fait, quand on est dans une forme de dérive sectaire de la performance, la première chose, c'est de commencer la déprise, quoi. Et donc cette déprise, elle démarre en ayant des arguments contre la performance. Alors, premier argument, ça tient en 2 mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Alors là, oui, on sort de Roland Garros, là, donc je vais prendre cet exemple-là. Vous voyez, des balles de tennis dans un tube, si vous voulez optimiser, si vous voulez augmenter la performance, mettre le maximum de balles de tennis dans un tube, la meilleure façon de faire, c'est de les couper en 2 et de les empiler. Et là, vous avez augmenté la performance. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais là, ça marche pas quand même, parce que ça marche quand même beaucoup moins bien, le tennis, avec des balles de tennis coupées en 2. On est d'accord, Alors, on pourrait se dire, oui, non, on est quand même pas idiot à ce point-là, quand même, de faire ça, quand même. Alors, il faut bien réfléchir, faut bien réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas malade à ce point-là de la performance pour faire ça ? Alors, on fait pas ça pour les balles de tennis, mais on fait ça pour les plantations. Quand on fait des plantations de bois, on aligne les arbres. Alors, ça peut être des vergers, ça peut être du bois, juste des bois. Ça, c'est très performant. Mais c'est des autoroutes pour le feu et c'est des autoroutes pour les pathogènes. Donc on fait exactement comme les balles de tennis empilées dans leur tube. C'est exactement la même chose. C'est de la performance contre-productive. Un autre exemple, c'est ça. C'est voilà, les voitures électriques chinoises là, qui sont stockées dans le port d'Anvers. Ça, c'est le produit de la mondialisation. Encore une fois, c'est de l'optimisation, c'est de la performance qui fragilise tout le système, quoi. Ça, c'est des voitures électriques qui sont 30% moins chères que... ça va tuer la filière électrique en Europe, très clairement. Et puis un dernier exemple, c'est les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes très très performants. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de la dérive sectaire, en fait. Ça crée de l'opinion, de l'autoconviction, et à la fin, ça crée des comportements irrationnels, sectaires, quoi. Voilà, optimiser, fragiliser. Vous voyez, c'est dans plein de domaines particuliers. Deuxième argument, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, alors c'est mon exemple favori, les frigos. Dans les années 60, les frigos consommaient beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup de progrès, on les a rendus plus efficients énergétiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont devenus moins chers, plus attractifs, et donc on les a multipliés. On a fait des gros frigos américains, on a fait des frigos connectés, des caves à vin. Et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Et oui, c'est très vicieux ça, l'effet rebond, parce qu'en fait, on pense faire de la sobriété, et en fait, on fait de l'ébriété.
C'est que par unité, ça consomme moins d'énergie, mais en fait, on épuise les ressources. Alors, c'est vrai pour les frigos, mais c'est vrai pour tout, hein, pour le charbon, le pétrole, la lessive concentrée, le pot de Nutella familial, enfin, voilà, je vous passe les détails. Alors, les effets rebonds, donc il y en a plein. Donc, il y a les avions, notamment les avions. Alors, les avions, c'est le kérosène. Hein, le kérosène, on fait des avions qui consomment moins de kérosène. Du coup, ça coûte moins cher, et du coup, on prend plus l'avion. Et c'est là qu'on voit des effets rebonds sur les effets rebonds. Parce que s'il y a des avions moins chers, qui sont plus fréquents, et ben du coup, ça induit le surtourisme. Donc là, c'est le sommet de l'Everest. Hein. Alors, c'est pas tous les jours comme ça, hein, mais quand même. Donc ça veut dire que voilà, ça, c'est la performance qui devient vraiment complètement contre-productive. Hein. Donc, l'effet rebond. Troisième critique, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça, c'est assez simple, ça veut dire que quand il y a un indicateur de performance quelque part, ça va être toxique. Ouais, je le dis brutalement, hein, mais c'est un peu ça. Alors du coup, bah, voilà, dans le sport de compétition, on va avoir les JO bientôt. Vous savez que si vous êtes dans le sport de compétition vraiment à très forte compétition, l'enjeu c'est d'avoir la meilleure performance. Et bah, du coup, la tentation, c'est de faire du dopage. Si vous faites du dopage, vous êtes en train de vous intoxiquer, alors que votre outil de travail, c'est votre corps. Ben ça, c'est voilà, très contre-productif. Donc, c'est de la performance contre-productive. Et donc, on est en train maintenant de penser à faire les jeux augmentés. Donc, les jeux augmentés, c'est des sports de compétition où on va autoriser le dopage. Donc, il y a déjà des sportifs qui ont dit oui. Hein. Et donc là, ça, c'est les jeux du cirque. Hein. Donc là, on va voir des sportifs se tuer dans les stades. Hein. Là, on est vraiment au summum de la performance contre-productive. Donc il y a plein d'exemples hein, pour la loi de Goodhart. Hein. C'est le bachotage avant les examens pour les étudiants, hein, par exemple. Voilà, on va passer la performance, mais on ne va rien apprendre. Hein, voilà. Bon, et alors, il y en a plein d'autres. Hein. Donc là, j'en ai un autre. C'est cette usine là, qui vient d'ouvrir en Islande de capture directe du CO2. Donc c'est des grosses machines hein, pleines de métal qui consomment beaucoup d'énergie, tout ça pour filtrer de l'air et faire du charbon à partir du CO2 atmosphérique. Donc on pourrait se dire, bah oui, c'est une bonne idée parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Hein. Donc c'est vraiment la réponse sera des pâquerettes si vous voulez. Mais en fait, ça, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de métal. Ça prend très très peu de CO2 par rapport à la population mondiale. Hein. Enfin, c'est vraiment peanuts, quoi. Mais surtout, c'est qu'on enterre le thermomètre. Hein, là. Très clairement. En fait, là, on est en train de soigner le symptôme et de ne pas soigner la cause. Hein, le CO2, c'est le symptôme. C'est comme si on avait un cancer et qu'on prenait de l'aspirine. Hein. C'est vraiment, voilà. Ça n'a vraiment aucun sens. Un enfant de 5 ans comprendrait que ça ne sert à rien, ça. Donc pourquoi on le fait quand même ? Parce que c'est une opération financière. Là, des entreprises vont pouvoir être neutres en carbone parce qu'elles vont payer des quotas carbone à cette entreprise. Donc, il faut vraiment, faut pas se faire avoir. Hein. Donc, ça, c'est la loi de Goodhart flamboyante, si on veut. Et donc, le dernier argument, c'est une équation à 3 mots. C'est le plus important, finalement. Hein, c'est que la performance, elle est toujours relative. En fait, on est toujours plus ou moins performant qu'un autre, quoi. Donc, quand on est performant, finalement, on appelle à la compétition. Et dans une compétition, qui gagne ? Alors, c'est très simple. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc quand on fait le choix de la performance, en fait, on fait le choix de la violence. Un certain Emmanuel M a parlé d'efficacité pendant très longtemps, et maintenant il parle de réarmement. Bon ben voilà, c'est du domaine public maintenant. On est passé de la performance à la violence. Alors du coup, cette violence, elle s'exerce sur des tas de publics différents dans le monde social, mais surtout évidemment contre les écosystèmes. Alors du coup, c'est par exemple cette photo là que j'avais trouvée dans un musée d'art contemporain, où il y a les 2 arbres là, et donc le petit texte qui dit « Pour la nature, tous les jours, c'est le 11 septembre ». Parce que notre performance a un coût, et ce sont les écosystèmes qui encaissent. C'est eux qui payent l'addition. Donc il y a beaucoup de sujets, hein, pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Donc je ne vais pas vous faire un constat socio-écologique. En fait, il y a un seul mot à retenir hein, de tous ces rapports scientifiques de l'IPBES pour la biodiversité, de l'IUCN, du GIEC, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Donc tous ces scientifiques en fait disent la même chose, le 21e siècle sera fluctuant. Si vous voulez, ce n'est pas la peine de vous embêter avec la quantité de gigatonnes de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère ou de concentration de mercure qu'il y a dans les ours polaires. C'est ça, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Hein. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type.
ça va tanguer très fort au XXIe siècle. Alors, on va dire, c'est même plus une prédiction, on est rentré dedans. Hein. Les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, voilà, les crises géopolitiques, les tensions politiques, etc. Donc c'est ça, hein, la première question qu'il faut se poser. Alors du coup, dans ce monde fluctuant, bah voilà, juste une illustration, bon, enfin, je vais peut-être la passer quand même, mais bon, je vais le dire rapidement, ça c'est un rocher de 1000 tonnes, et on sait que ce rocher de 1000 tonnes, il a été déplacé par une tempête maritime il y a 120 000 ans. Et il y a 120 000 ans, c'est la dernière fois qu'il a fait plus 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Aujourd'hui, les plus grandes tempêtes déplacent des objets de 100 tonnes. Donc il y a un facteur 10, et ce n'est que plus 2 degrés. Donc ça veut dire qu'un monde à plus 2 degrés, c'est un monde qui est imprévisible et c'est un monde qui est impensable. Il n'y a aucun humain qui nous a dit à quoi ça ressemblait. Donc c'est ça, le monde fluctuant. Hein. Donc voilà. Si on prend au sérieux ce que nous disent les scientifiques, c'est ça qu'il faut regarder. Ça va tanguer très fort au XXIe siècle. Alors, ah oui, j'ai vraiment mis beaucoup de diapos. Je vais peut-être zapper sur la biodiversité parce que je pense que vous êtes au courant. Pardon, voilà, je vais juste mettre là. Donc il y a plein de sujets, mais je vais zapper sur la biodiversité pour aller directement plus sur les parties solutions. Hein. Le but, c'est pas de faire de la collapsologie. Ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que quand on pense à tous ces sujets, là, du climat, de la biodiversité, de la pénurie de ressources, hein, les solutions qu'on apporte à tout ça, eh ben, c'est encore des solutions de la performance, quoi. Donc vous avez vu la capture directe du CO2, la géo-ingénierie, l'agriculture de précision, les enveloppes basse consommation, enfin il y en a plein d'autres. Hein. Donc en général, les solutions qu'on apporte à la crise socio-écologique, ce sont des solutions performantes. Le développement durable est pétri de solutions performantes. Alors ça, c'est quand même un problème, hein, parce que vous avez vu, la performance génère un tas de problèmes. Si on met des solutions comme ça, on aura la même chose. Hein. On aura des effets rebonds, de la loi de Goodhart, de l'optimisation qui fragilise. C'est systémique, ça, on ne peut pas y échapper. Juste peut-être l'agriculture de précision, pour vous l'illustrer. Hein. L'agriculture de précision, on pourrait penser que c'est bien, parce que là, on va avec des drones et avec du numérique, on va mettre juste la dose d'engrais dans les coins du champ, quoi. Et donc, on va réduire la quantité d'engrais, réduire la quantité de pesticides. Donc, on peut se dire, bah, c'est super, ça. Voilà, ça, c'est de la sobriété, quoi. Alors, sobriété, donc, effet rebond, hein, bien sûr, hein, parce qu'on va en remettre encore plus, mais même sans parler de ça, quand vous faites de l'agriculture de précision, en fait, vous homogénéisez votre champ. C'est tout le principe de l'agriculture de précision. Et qu'est-ce que ça permet, ça ? Eh bien, ça permet le maintien de la monoculture. Donc l'agriculture de précision, c'est la continuation de la monoculture. Et donc, en fait, la continuation de la désertification des parcelles agricoles. Donc c'est vraiment contre-productif. Donc du coup, il va falloir peut-être dérailler. Et alors, moi, je vous propose cette citation d'Albert Einstein. Alors, on ne sait jamais trop bien ce qu'il a dit, Albert Einstein, mais on lui a attribué un certain nombre de citations, dont celle-là. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Ça veut dire tout simplement que la performance, c'est la cause profonde de la crise socio-écologique. Il est peu probable que la performance soit aussi la solution. C'est aussi bête que ça. Donc du coup, il va falloir dérailler de ce culte de la performance. Alors du coup, si on prend un peu de recul, la question, hein, si on prend au sérieux les rapports scientifiques, hein, la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter un monde fluctuant. Toutes les autres questions sont secondaires. C'est ça la première question à se poser. Alors c'est une très grande question, mais alors, le truc incroyable, c'est que la réponse, on l'a sous les yeux. Hein. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, ils ont développé des solutions, des recettes pour habiter dans un monde fluctuant. Donc peut-être qu'on pourrait au moins s'inspirer, ou au moins s'en servir d'un garde-fou pour habiter ce monde fluctuant. Comment font les êtres vivants pour habiter dans un monde fluctuant ? Et bien donc ça, c'est les nouveaux récits du vivant. Alors, c'est la deuxième étape. Alors, allons-y. Donc, le vivant, en fait, comme tout le monde, il a été drogué à la performance. Hein. Les biologistes, comme les autres, hein, ils ont été dans le culte de la performance. Hein. Ils le sont toujours d'ailleurs. Hein. Enfin, je suis aussi, moi, dans le culte de la performance, comme nous tous. Hein. Nous sommes tous dedans. Hein. Et donc, du coup, pendant très longtemps, on a plaqué de la performance sur le vivant. Et donc, c'est notamment ces documentaires animaliers hein, qu'on voyait beaucoup dans les années 80, là, où c'était un peu des films d'horreur, en fait. Hein, voilà, des proies, des prédateurs, c'était très sanguignolant, hein, quand même. Donc, on avait un peu le côté spectaculaire du vivant, quoi, hein, la partie performante du vivant. Alors, depuis, on a quand même fait beaucoup de progrès, et puis maintenant qu'on arrive à analyser de façon beaucoup plus systémique les réseaux du vivant, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve que dans le monde vivant, il y a surtout de la coopération. C'est ça qui domine dans le monde vivant, et donc notamment dans les océans, où là on peut avoir un certain nombre d'espèces qu'on peut suivre dans le temps, voir leurs interactions. En fait, c'est la coopération qui domine dans les océans. Donc ça veut dire que maintenant, d'ailleurs, on voit de plus en plus de documentaires hein, sur les symbioses et tout ça, quoi. Donc en fait, ça commence à venir, quoi.
Mais vous voyez le truc, hein, ça c'est un nouveau récit, hein, et c'est assez récent finalement. Hein. Oui, il y a 50 ans, on n'en parlait même pas du tout, enfin, très peu, quoi. C'était complètement anecdotique, quoi. Deuxième chose, c'est Darwin. Darwin, on lui a fait dire beaucoup de choses. Hein. Darwin, voilà, c'est un peu l'histoire de l'évolution, de la survie du plus adapté, d'une forme de perfectionnement au cours de l'évolution. En fait, quand on lit bien Darwin, vraiment, je vous invite à lire L'origine des espèces, la première édition, hein, parce qu'après, il s'est fait avoir lui-même par son darwinisme, enfin, le darwinisme social qu'on lui a imposé, en fait. Mais dans la première édition de L'origine des espèces, si vous lisez bien Darwin, et ben, en fait, Darwin, il est très intéressé par les organes rudimentaires. Alors, les organes rudimentaires, donc là vous voyez par exemple, ce serait alors un organe qui n'est pas rudimentaire, hein, pour nous c'est le pouce. Hein. Le pouce préhenseur, c'est un organe très important de la main, hein, quand même, hein, le pouce. Et ben, si vous regardez, donc c'est le 1, vous voyez sur le ptérodactyle ou sur l'oiseau, c'est un os qui sert à rien, grosso modo. Enfin, c'est juste un truc qui sert à rien. Ben, ça c'est un organe rudimentaire dans l'oiseau, alors que ça devient quelque chose de très utile pour nous. Ben, pensez à votre corps. Dans votre corps, actuellement, vous avez plein d'organes rudimentaires. Pensez au dernier orteil, les dents de sagesse, les muscles derrière les oreilles, l'appendice. Voilà, il y en a toute une liste à l'après-vert comme ça, des tas d'organes qu'on se trimballe, hein, et qui servent à rien, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est des organes rudimentaires. Pour Darwin, ça, c'est le levier de l'évolution. C'est les leviers de l'évolution. Parce qu'en fait, on les laisse tranquilles, quoi. Et c'est un peu le laboratoire, si vous voulez. Ils vont partir dans d'autres directions, quoi. Donc, c'est pas du tout la survie de plus adapté, hein. C'est la survie du plus adaptable. Et là, ça change tout quand même. Hein. C'est beaucoup plus intéressant, quoi. Et donc c'est un peu moins performant quand même. Petit dernier exemple, c'est cette histoire d'optimisation, hein, de dire que les êtres vivants sont très sobres, sont très économes, sont optimisés. Hein, voilà, toute cette littérature sur le vivant, un peu un fantasme, hein, du vivant qui serait optimisé. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, moi, je vous propose de prendre le cas de la chaîne alimentaire. Parce que là, on peut mesurer l'énergie. Alors, la quasi-totalité des écosystèmes dépendent du soleil, hein, via la photosynthèse. Alors le soleil, donc faut d'ailleurs pas trop fantasmer, hein, le soleil c'est 340 watts par mètre carré, hein, c'est 3 ampoules de 100 watts sur 1 mètre carré, vous voyez, c'est pas 200 watts d'ancienne génération, donc c'est pas non plus énorme, hein, comme énergie. Bon, cette énergie solaire, qu'est-ce que les plantes prennent? Les plantes prennent 1% de l'énergie solaire. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc il faut vraiment arrêter avec cette histoire de l'optimisation des plantes, hein, ou du vivant, quoi. Alors on pourrait se dire, oui, peut-être que les herbivores, là par contre qui mangent des plantes, eux par contre c'est super performant, super efficace, quoi. Alors allons-y, ah non, 90% de pertes. Et puis les carnivores qui mangent des herbivores, de nouveau 90% de pertes. Donc la chaîne alimentaire, c'est un carnage de ressources alimentaires. C'est pas du tout sobre, hein. C'est énormément de dissipation d'énergie, quoi. Donc ça, c'est pas du tout performant, quoi. Voilà. Donc, ok. Alors une fois qu'on a compris que le vivant n'était pas très performant, qu'est-ce qu'il est finalement? Alors c'est là que c'est très réjouissant. En fait, les êtres vivants, ils ont été sélectionnés au cours de l'évolution pour être robustes. La robustesse. Donc, la robustesse, c'est la capacité d'un système à se maintenir stable malgré les fluctuations. C'est maintenir la stabilité malgré les fluctuations. Donc ça, c'est à court terme, et à plus long terme, c'est maintenir la viabilité malgré les fluctuations. C'est ça. Les êtres vivants survivent, passent les millions d'années, parce qu'ils sont robustes. Et donc, ils sont capables de traverser les fluctuations. Comment font-ils pour être robustes? Alors c'est là que c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors ça, vous voyez, c'est un contre-modèle, hein, par rapport à nous qui sommes drogués à la performance, hein, qui sommes addicts à la performance, quoi. Alors du coup, là je vous le dis assez brutalement, mais en fait c'est basé sur l'analyse des réseaux du vivant, hein, des réseaux du vivant à toutes les échelles, à l'échelle moléculaire, les réseaux de neurones, les réseaux physiologiques, toutes ces choses-là. En fait, qu'est-ce qu'on trouve dans ces réseaux du vivant? On trouve tout ça. Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Le globule rouge ne veut pas devenir vert, hein, voilà, il est rouge, quoi. Beaucoup d'hétérogénéité, pensez à la biodiversité, voilà, c'est très hétérogène, voilà, regardez les lignes de vos mains, hein, main droite, main gauche, c'est pas les mêmes lignes, hein, voilà, il y a de l'hétérogénéité même dans vos mains, quoi. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup de processus en biologie qui sont complètement aléatoires, qui sont liés au hasard, quoi. Voilà, le brassage des chromosomes, ce qui font que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents, c'est une part d'aléatoire, par exemple. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de lenteur, beaucoup de délai, donc pensez que dans le vivant, il y a beaucoup de choses qui sont cycliques. Le cycle cellulaire, le cycle menstruel, le cycle circadien, quelque chose qui est cyclique, en fait, c'est des oscillations qu'on maintient dans la durée.
Ben, maintenir des oscillations dans la durée, ça veut dire qu'on maintient les délais, qu'on active des délais en fait. Si on réduit les délais, en fait, ça va s'amortir et ça va s'aplatir, quoi. Ben, ça meurt en fait, hein. Donc tant que ça oscille, c'est que c'est vivant, hein. Ben, du coup, on maintient des délais pour que ça continue à osciller. Beaucoup de redondance. Regardez un arbre. Un arbre, c'est incroyable le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Ben, voilà. Ce sont des êtres redondants. Pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Nous sommes tous et toutes, hein, des êtres extrêmement redondants, hein. Beaucoup d'incohérences. Donc ça, c'est en fait, quand on regarde les systèmes vivants, on voit qu'il y a beaucoup de contradictions internes. En fait, il y a des choses qui activent et inhibent la même chose, quoi. Donc en fait, on est dans un système où ça bouge beaucoup de l'intérieur, quoi. Ben, en gros, ça génère une forme de souplesse interne. Et cette souplesse interne, eh ben, ça permet de résister aux fluctuations externes. C'est le roseau, hein, si vous voulez, quoi. Voilà. Donc en fait, si c'est trop cohérent, c'est trop rigide, quoi. Et ça va casser, quoi. Il faut que ce soit un peu incohérent pour être souple et du coup pouvoir gérer des fluctuations externes. Et la dernière chose, inachèvement. Bah, les êtres vivants sont inachevés parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, tant qu'on est vivant, on est inachevé, quoi. Ouais. Donc vous voyez, en fait, c'est que des contre-performances, hein, tout ça, hein. Les êtres vivants se construisent sur leurs points faibles, hein. Ils ne renforcent pas leurs points forts. Ou si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc vous voyez, c'est un contre-modèle, hein, très clairement. Alors juste pour vous l'illustrer, hein, c'est mon exemple favori, c'est celui de la température corporelle, mais il est pratique parce que ça, tout le monde peut le percevoir. Donc vous savez, on est à 37 degrés. Et puis s'il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, hein, une bactérie, un virus, on va monter en température. On peut avoir de la fièvre, quoi, hein, 38, 39, 40. Quoi. Bon, bah, si moi j'isole les protéines, les enzymes de votre corps, que je mesure leur activité en laboratoire, et ben, je vais trouver que leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps fonctionne de façon satisfaisante. Ni plus, ni moins. Mention passable, hein. Voilà. C'est juste, c'est bon, ça passe, quoi. Mais par contre, alors, quand vous avez 40 degrés, alors là, vous êtes au top de la performance, hein. Alors, c'est pas complètement évident, hein, je le reconnais, on est un peu claqué, hein, quand on a 40 degrés, mais je peux vous garantir que votre métabolisme et surtout votre système immunitaire, là, il est très performant, en fait. En fait, vous avez boosté votre système immunitaire, quoi. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est tout simple. C'est qu'en fait, à 37 degrés, notre corps ne fonctionne pas très bien, finalement. Il fonctionne juste de façon satisfaisante, quoi. Mais on a gardé des marges de manœuvre pour pouvoir gérer un pathogène, une crise, quoi, si vous voulez. Et donc, en fait, on n'est pas très performant d'habitude pour avoir un peu de jeu dans les rouages, quoi, pour pouvoir gérer une fluctuation. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Les animaux qui hibernent l'hiver, par exemple. Ben, ils passent la fluctuation en dormant, hein. Ils ne vont pas acheter une doudoune chauffante au supermarché, quoi. Ouais. Ils vont plutôt passer en vie ralentie. C'est pareil pour les graines, hein. Les graines passent l'hiver en dormant, hein. Ouais. Alors, du coup, ces contre-performances qui alimentent la robustesse, ça, c'est le monde du vivant. Et c'est finalement, pour moi, c'est le cœur nucléaire de la biologie, ça. C'est tout le reste en découle, hein. La circularité, la coopération, tout ça. En fait, c'est basé sur ces réseaux d'interaction qui maintiennent de la robustesse contre la performance. Et du coup, voilà, ça doit nous éclairer pour le monde social, ça, hein, dans un monde fluctuant. Alors du coup, allons-y. Première chose à déminer, c'est cette idée du progrès. Le progrès, ça fait 10 000 ans que c'est des incréments de performance. Depuis le néolithique, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, grosso modo, domestication, on a décidé de contrôler la nature. Bon, aujourd'hui, notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. C'est ça, hein, le monde fluctuant. On a tellement voulu la contrôler, la nature, que maintenant elle se réveille, hein. Et là, ça cartonne un peu. Alors du coup, le progrès, c'est en fait, on avance comme ça sur cette flèche bleue du progrès, là, et on se rend compte que plus on fait de la performance, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. C'est ça, hein, la question socio-écologique, hein. Donc on ne pourra pas continuer sur une flèche du progrès guidée par des incréments de performance. C'est physiquement impossible. C'est impossible. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite. Efficacité, efficience. Dans un monde qui change tout le temps, ça n'a aucun sens. C'est suicidaire. C'est pas pour dire qu'il n'y aura plus de performance à l'avenir, mais ce sera une niche, ce sera au second ordre, quoi. Ce qui va se passer au XXIe siècle, c'est que dans un monde de plus en plus fluctuant, le progrès va changer d'axe, en fait. Au XXIe siècle, le progrès sera guidé par des gains de robustesse. Oui, je vous le dis au futur, hein, je n'hésite pas, hein, je ne suis pas devin, hein, mais c'est juste qu'on n'aura pas le choix. C'est dans un monde qui devient fluctuant, on fait de la robustesse. La robustesse, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Il n'y en a pas d'autre, hein, on commence par ça.
Donc du coup, dans ce monde robuste là, là on est bien adapté à un monde fluctuant. Alors évidemment on peut se dire, bon mais sauf que ça fait quand même 10 000 ans qu'on est dans une roue libre de performance là, est-ce que c'est pas un peu utopique de basculer du jour au lendemain entre performance et robustesse? 10 000 ans, hein, donc c'est quand même, ça remonte. Hein. Est-ce que voilà, c'est pas un petit peu difficile d'imaginer que ça puisse arriver, hein. Les actionnaires, ils veulent de la performance financière. Hein. Les clients, ils veulent des objets pas chers et tout de suite. Hein. On parle beaucoup du pouvoir d'achat en ce moment. Les électeurs, hein, ils veulent de la performance politique. Hein. Donc tout le monde est drogué à la performance. Hein. Les chercheurs, nous aussi, hein, on est à fond dans la performance. Hein. On n'a pas échappé au culte. Hein. On est tous dedans. Hein. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est pas un peu utopique? Alors du coup, une autre analogie du vivant pour voir comment ça peut se passer, ça, c'est l'analogie des nuées d'oiseaux. Donc c'est les nuées des tourneaux, hein, par exemple. Donc ça c'est très beau, hein, ces nuages d'oiseaux là. Et en fait on peut se demander comment font-ils pour se coordonner, quoi, hein, qui décide, quoi, qui décide d'aller à droite ou à gauche, quoi. Alors c'est très simple, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont ceux qui sont sensibles aux fluctuations du monde. Donc ce sont eux qui voient les fluctuations du monde. Et donc c'est eux qui guident tout le groupe. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée d'oiseaux, ils sont aveugles au monde. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Donc ça, c'est vraiment une vraie leçon pour comprendre comment un système peut basculer de la performance à la robustesse. Il faut regarder les marges. Si vous voulez voir les signaux faibles du monde qui basculent vers la robustesse, il faut regarder la périphérie de la société. Si vous allez regarder Total et McKinsey, vous êtes dans le cœur faisandé de la performance. C'est le cœur du système. C'est le passé. Donc il faut plutôt regarder les marges et se dire, peut-être que là, on peut détecter de la robustesse en construction. Vous savez, il y a une citation de Jean-Luc Godard qui est très bien là-dessus. Là. Jean-Luc Godard, il a dit « C'est la marge qui tient la page ». C'est très puissant. Alors, donc du coup, troisième étape, du coup, on va regarder ce qui se passe aux marges. Qu'est-ce qui se passe aux marges? Vous voyez, s'inspirer, parce qu'en fait, on a déjà basculé. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que je vous présentais comme une utopie, en fait, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que, c'est pas fini, mais on est en train de commencer, quoi. Il y a 20 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Hein. Il y a 20 ans, on n'avait pas basculé. Mais là, aujourd'hui, c'est un fait. On a basculé vers la robustesse, dans les marges. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. L'agriculture, c'est presque l'exemple le plus pratique. C'est des êtres vivants aussi. Hein. L'agriculture intensive, c'est une agriculture de la performance, hein, où on slalome entre les risques, on évite les fluctuations à coup d'irrigation, d'engrais et de pesticides. Alors ça se justifie très bien après-guerre, hein, mais aujourd'hui ça ne se justifie plus, hein, parce que ça dépend d'un pétrole, ça fait des pollutions, suicide de paysans, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est l'agroécologie. L'agroécologie, il ne faut pas se laisser tromper par ce qu'on entend dans les médias. Hein. La tendance de fond, c'est que ça augmente. Sur les 10-20 ans, ça augmente beaucoup. Hein. Le bio a doublé en 10 ans en Europe. Hein. Donc c'est vraiment ça, la tendance de fond. Et donc c'est une agriculture qui est basée sur de la biodiversité cultivée, moins performante, mais plus robuste. L'exemple typique, là, c'est... donc il y a plein de variantes. Hein. Permaculture, agroforesterie, jardin créole dans les Caraïbes. Et donc là, ce que vous voyez ici, là, c'est un mélange variétal de blé. Un mélange variétal de blé, en fait, c'est une vingtaine de variétés en mélange qu'on sème dans le même champ. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des hauteurs un peu différentes, là. Et à la fin, on récolte, hein, c'est à peu près synchrone. Et en fait, qu'est-ce que ça vous donne, ça, ça vous donne deux valeurs de robustesse. Une valeur assurantielle, parce que s'il y a une des 20 variétés qui est sensible à un virus, il y en a 19 autres qui sont résistantes. Et puis, une autre valeur de robustesse, c'est que les pieds de blé sont génétiquement différents, et donc ils vont communiquer les uns avec les autres. Et donc, ce champ de blé en mélange variétal devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes. Uniquement parce qu'on a augmenté la biodiversité cultivée. Et ça, c'est en plein développement. Alors, je ne sais pas si j'ai la... Oui, voilà, j'ai la diapo. Là, vous avez les surfaces de blé tendre en mélange variétal depuis 2010. Donc, vous voyez, en 2010, hein, c'était 5% des surfaces cultivées en France. Et vous voyez, en 2020, vers Montpellier, dans le Tarn, là, pas trop loin, voilà, on est entre 30 et 40%. Quoi. Donc, ça a basculé. C'est en train de basculer. Quoi. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. En fait, à mesure que le pétrole devient de plus en plus cher, on va être obligé de passer à l'agroécologie. Hein. Donc, de toute façon, ça va arriver. Quoi. Et donc, mais on voit qu'ils ne sont pas idiots, les paysans. Hein, en fait, ils y vont. Quoi. Et vous voyez, en fait, c'est très intéressant parce que c'est plutôt les territoires qui sont soumis à des sécheresses, des petits paysans, donc qui sont plutôt aux marges de la société, qui basculent. Et puis, bon, voilà, le Val d'Oise, tout ça. La Beauce, le patron de la FNSEA, lui, il n'a aucune raison de changer, en fait, hein, parce qu'il gagne des millions avec l'ancien système. Pourquoi il changerait? Il est au cœur du système. Mais ça va l'atteindre aussi, hein, c'est juste une question de temps. Hein.
Bon, donc ça c'est pour l'agriculture. Et donc vous voyez, en fait, c'est assez intéressant quand on se pose cette question de la bascule de la performance vers la robustesse, parce qu'en fait, ça induit... En fait, c'est pas une transition, hein, c'est pas une bifurcation, c'est une inversion. On va faire le contraire de ce qu'on faisait dans le monde de la performance. Donc dans l'agriculture, ça veut dire qu'avant, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Et bien, dans le monde de la robustesse, le paysan, il se pose la question inverse. Comment la production peut nourrir les écosystèmes? Donc ça veut dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grains. Il fait aussi de la biomasse, il maintient aussi l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires. S'il fait des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. Alors que le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. C'est un monde extrêmement canalisé, extrêmement optimisé. Voilà. Bon, en fait, on va très vite et on ne voit personne. C'est ça. Donc le monde de la robustesse, c'est quand même beaucoup plus joyeux, quoi. Donc ça, c'est pour l'agriculture, mais c'est presque trop facile, l'agriculture, parce que c'est des êtres vivants, donc évidemment que ça marche. Alors du coup, est-ce qu'on voit autre chose aux marges qui ne serait pas lié aux vivants? Eh bien oui. Alors c'est le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était des ateliers de réparation de vélos en ville. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc là, vous avez plein d'exemples. Hein. Royal Maire, c'est des pulls garantis à vie. Les jeans 1083, c'est pareil. Cities, voilà. Whipley Circular, c'est Decathlon, mais il y a Intersport qui fait aussi beaucoup de réparations. Darty Max, je ne vais pas faire toute la liste. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Tout le monde s'y met, quoi. Et donc ça, c'est une bascule de l'économie propriétaire vers une économie de la fonctionnalité. Eh bien, c'est de la robustesse. C'est qu'en fait, on a un autre rapport aux objets. C'est la meilleure réponse à l'obsolescence programmée. Quand on fait des objets réparables et qu'on doit les réparer après, on n'a aucune raison de faire des objets fragiles. On fait des objets robustes, réparables, qu'on peut transmettre. Alors ça, c'est pour le tout réparable, mais en fait, j'ai un autre exemple. Alors j'aime bien le prendre là parce que ce qui m'intéresse, c'est que c'est passé au journal de France 2. Alors là, quand on est au journal de France 2, on est quasiment au cœur du système. Hein. Alors, on n'est pas encore à CNews, il ne faut pas rêver, mais quand même, on n'est plus très loin du cœur. Hein. Alors du coup, là, ce que vous voyez, c'est la commune de Saint-Martin-d'Auxigny. Donc c'est une commune qui, comme beaucoup d'autres, avait remembré et avait optimisé son paysage, vous voyez, en mettant sa rivière dans un canal bien droit pour libérer de la place pour une parcelle. Voilà, donc c'est de l'optimisation paysagère, quoi, hein, finalement, hein, pour de l'agriculture. Bah, sauf que quand vous faites ça, c'est très bien quand il n'y a pas de fluctuation. Bah, vous avez des espaces, vous avez une rivière qui va très vite, quoi. Sauf que quand il y a beaucoup de pluie, hein, qu'est-ce qui se passe? Votre rivière, elle va super vite inonder la ville, parce que c'est un canal qui envoie l'eau directement en pleine ville, quoi. Et donc ça inonde toute la ville. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Martin-d'Auxigny? Ils ont pris leur pelleteuse et ils ont recreusé une rivière avec des lacets. Et donc ça ralentit la rivière. Et donc quand il y a beaucoup de pluie, ça va moins vite et surtout l'eau inonde le champ et n'inonde plus la ville. Donc vous voyez, comme moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on le fait vraiment actuellement. C'est-à-dire qu'on désoptimise le paysage pour ajouter de la robustesse territoriale. Et en plus, ça passe sur France 2. Donc c'est juste pour vous dire que ça devient du domaine public, quoi, hein, cette histoire de robustesse. Ok, alors du coup, ça inverse beaucoup de choses, et donc notamment, ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Donc un ingénieur dans le monde de la performance, c'est quelqu'un qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Le mot ingénieur, hein, c'est un mot qui à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et en fait c'est celui qui construit des engins de guerre, des catapultes et des fortifications. Hein, c'est ça un ingénieur. Donc ouais, toujours pareil, hein, performance, compétition, violence, hein, c'est toujours pareil. Bon, donc aujourd'hui, les ingénieurs, on va leur demander de faire autre chose en fait. On a toujours besoin d'ingénieurs. Hein. Vous savez, il y a plein d'élèves ingénieurs qui désertent. Alors c'est bien qu'ils désertent parce qu'ils nous envoient un signal. Hein, ils disent nous, on ne veut plus être des ingénieurs de la performance. Très bien. Mais par contre, on a toujours besoin d'ingénieurs. C'est juste qu'ils vont faire autre chose. C'est le sens des technologies qui va changer. Et donc les ingénieurs de la robustesse, donc ils auront les mêmes savoirs, maths, physique, sciences sociales, ce que vous voulez, mais par contre, ce qu'ils vont faire, c'est développer des solutions robustes. Alors des solutions robustes, c'est quoi? C'est deux choses, techno-diversité et autonomie technique des citoyens. Donc ça veut dire qu'un ingénieur de la robustesse, il ne développe pas la meilleure solution technique, il développe un ensemble de solutions robustes. Et donc il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. quoi. Et il vise l'autonomie technique des citoyens. Donc il faut que les citoyens soient capables de s'approprier, d'adapter, de réparer la technique en question. Quoi.
Ça, c'est les ingénieurs du futur, quoi. Donc c'est quand même très joyeux, hein. C'est là aussi beaucoup plus intéressant, à mon avis, hein. Donc on fait plus des ingénieurs, enfin les ingénieurs ne font plus des choses très performantes, très fragiles, ils font des choses robustes, quoi. Voilà. Et alors aussi, un petit point sur la technophobie, hein, parce qu'on nous dit souvent, hein, dans le monde de l'écologie, que nous, c'est le retour aux Amish et à la bougie, hein. Bon, bah, alors non, en fait, il faut bien se poser la question, hein, de la technophobie. Qui est technophobe, hein, entre le monde de la performance et le monde de la robustesse? Bah, c'est très simple, hein, c'est le monde de la performance, hein. Dans le monde de la performance, dès qu'on a une technologie qui est plus performante, elle écrase les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, ça éloigne de plus en plus les citoyens de la technologie, hein. Ici, dans cette pièce, personne n'est capable de réparer son smartphone. Voilà. Bon, ben ça, c'est technophobe, hein. Alors que dans le monde de la robustesse, s'il y a une nouvelle technologie et qu'elle est robuste, on la garde. L'imprimante 3D, par exemple, si ça peut nous aider à rendre des objets réparables à vie, on la garde. Donc c'est pas du tout technophobe sur les nouvelles technologies, il faut juste qu'elles soient robustes, quoi. Et en plus, on veut que les citoyens puissent s'approprier ces techniques. Donc c'est technophile, c'est doublement technophile. Bon, ça c'est pour les ingénieurs. Petit dernier exemple, c'est sur les organisations. Dans les organisations, on voit aussi aux marges arriver de plus en plus des collectifs. Alors c'est souvent des collectifs défavorisés, qui ont moins de sous, quoi, grosso modo, et qui vont développer des solutions de coopération robustes. Alors là, vous avez un exemple, c'est l'habitat participatif, l'habitat groupé, par exemple. Donc ça, c'est des citoyens qui se mettent ensemble pour concevoir, créer et gérer leur logement, avec des parties privatives et des parties communes. Une chambre d'amis partagée, un étage pour les enfants, un potager partagé, quoi, voilà. Bah, ça, c'est des habitats qui mettent donc beaucoup plus de temps, hein, 5 ans pour sortir. Donc c'est moins performant que d'aller voir son agent immobilier, hein, ça c'est très clair. Mais par contre, c'est plus robuste, parce que là, des citoyens, non seulement ils vont avoir un habitat qui a d'autres valeurs, hein, partagées, quoi, mais aussi c'est une école de la coopération. C'est très compliqué, hein, de coopérer, hein. La compétition, hein, je vous l'ai dit, c'est tout simple, hein, c'est juste les plus violents qui gagnent, hein, voilà. La coopération, c'est très compliqué. Il faut apprendre à parler à des gens qui ont différentes traditions, différentes cultures. Il faut apprendre à résoudre des conflits. C'est très compliqué tout ça. Ça demande de la pratique, ça demande du temps. Mais ben, voilà, l'habitat participatif, c'est aussi une école de la coopération. Donc tout ça, c'est très robuste, quoi. Alors du coup, là-dessus, je voudrais juste insister parce que c'est une question de posture dans les organisations. En fait, quand on est dans le monde de la performance, enfin quand le leader, hein, est dans le monde de la performance, il dit « je veux et je sais comment faire ». Ça, c'est le leader dans le monde de la performance. Donc ça, c'est très excluant, hein, parce que si je dis « je veux et je sais comment faire », bon, bah, vous n'avez pas voix au chapitre, hein, très clairement, hein. Donc ça, c'est alors très performant, hein, parce qu'on va aller très très vite là où veut aller le leader, mais bon, dans un monde qui change tout le temps, ça peut être un peu dangereux. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la robustesse ? Bah, c'est l'inverse. Le leader, il va dire j'ai envie, donc c'est plutôt du désir, hein, c'est pas du vouloir, c'est du désir, j'ai envie et je ne sais pas comment faire. C'est le contraire, hein. Et donc en mettant le manque autour de la table, on va fédérer un collectif. Donc c'est le manque qui va mobiliser. Et bien ça, c'est de la robustesse construite contre la performance. Si je vous le dis différemment, pour faire de la robustesse, il faut être en capacité d'exposer ses vulnérabilités. Il faut être capable de dire « j'ai besoin d'aide ». Si vous n'êtes pas capable de dire « j'ai besoin d'aide », ça veut dire que vous êtes dans un environnement toxique qui ne supporte pas les gens qui ont besoin d'aide, quoi. Donc en fait, vous êtes dans la... Donc vous vous cachez, quoi. Alors, juste pour vraiment enfoncer le clou, il y a une autre c'est la même chose, hein, je vous le redis de 3 façons différentes, c'est la même chose. Donc là, vous avez un trio et il y a un maillon faible, hein, c'est le petit rond avec les petits tirets, là. Donc une forme de sous-optimalité, quoi. Alors, dans le monde de la performance, hein, le maillon faible, soit on le vire, soit on le fait travailler très dur pour qu'il soit un maillon fort, hein. Voilà, ça, c'est le monde de la performance. Alors, dans le monde de la robustesse, non. Alors, si c'est un maillon faible, c'est un maillon faible. Alors, si on a un maillon faible, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les autres vont interagir avec ce maillon faible. Ça va plutôt stimuler l'interaction d'avoir un maillon faible. On le garde, en fait, c'est un point d'attraction, finalement, le maillon faible. Et si on a des maillons faibles qui attirent et qui stimulent les interactions, eh ben, ça va faire une cotte de maille, quoi. Une cotte de maille, en fait, ça fait plein d'interactions dans tous les sens, et c'était extrêmement robuste. En fait, c'est pas un problème qu'il y ait des maillons faibles, parce qu'en fait, il y a plein de plans B, voilà, il y a plein de plans B, de plans C, de plans D, pour trouver une solution, quoi. Donc en fait, la coopération, c'est basé non pas sur le perfectionnement des maillons faibles, c'est les maillons faibles qui permettent de stimuler l'interaction. Donc c'est vraiment l'inverse, quoi. Ok, alors du coup, c'est le message principal que je vais vous dire ce soir, hein, c'est cette histoire de bascule entre performance et robustesse. Dans un monde qui est stable et abondant en ressources, on peut se permettre de faire de la performance.
c'est pas très grave finalement de stériliser un collectif, d'aller très vite quelque part, si de toute façon il y a plein de ressources partout et que le monde est stable, quoi. On peut se permettre ça. Dans un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources, on fait de la robustesse. Et vous voyez, c'est deux choses différentes, hein. On ne peut pas être très performant et très robuste. Ce sont deux choses qui s'opposent. La performance, c'est on s'enferme dans une voie étroite. La robustesse, c'est on diversifie, hein. Oui, c'est vraiment le contraire, quoi. Ok, donc ça c'était les exemples inspirants, et donc évidemment la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est comment monter en échelle, donc c'est la dernière étape du chemin, comment on fait pour accompagner ce basculement, quoi, comment on fait pour participer à ce mouvement global, quoi, hein, vers la robustesse, quoi. Et ben, c'est la quatrième étape, et donc en fait c'est tout simple, hein, c'est pratiquer. Il faut pratiquer la robustesse. Alors je vais vous donner quelques clés, hein, c'est pas du tout exhaustif, c'est juste des petits exemples, des clés, quoi, mais c'est pas du tout, je suis pas prescripteur, hein, c'est chacun dans vos domaines, dans vos familles, dans vos organisations, vous pouvez voir comment vous pouvez pratiquer, quoi. Alors la première chose, voilà, ringardiser la performance. C'est plutôt un travail de communication, hein. Il faut y aller là. En fait, donc là, voilà, en fait, c'est assez facile. Hein, oui, Javier Milei, hein. Il y a du spectacle, hein. Les ultra performants, ils se donnent à fond. Il faut reconnaître. Là, c'est vraiment le champ du signe. Ils sont tellement performants que ça devient vraiment ridicule sur tous les plans. Donc là, vous voyez, de nouveau, hein, performance, compétition, violence. Hein. Quand on y va à la tronçonneuse dans les services publics, c'est de la violence quand même là. Enfin, je veux dire, maintenant c'est vraiment de domaine public, hein, vraiment. Alors juste pour le résumer en une phrase, hein, les ultra performants ont des projets de mort. Ce sont des projets mortifères. Donc je vous ai parlé, donc Javier Milei avec sa tronçonneuse, Elon Musk avec Mars, qui est une planète morte, Mark Zuckerberg et son bunker à Hawaï, qui est un tombeau, MBS et sa ville Neom en plein désert, c'est une ville morte. Enfin, c'est vraiment, regardez, hein, les ultra-performants nous proposent la mort, hein, vraiment. Hein. Donc du coup, moi je vous invite plutôt à choisir le chemin de la vie, le chemin des fluctuations. Voilà. Quand on est vivant, on vit avec les fluctuations, on ne fuit pas les fluctuations, on vit avec. Et donc c'est beaucoup plus réjouissant, quoi, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, mais vous ne laissez pas avoir, quoi. Voilà. Le monde de la performance, c'est un monde de mort. Hein. Enfin, le monde de l'ultra-performance, c'est un monde de mort. Alors deuxième chose, enfin une clé, quoi, c'est des outils. Alors on parle beaucoup d'indicateurs de performance, hein, dans le monde de la performance. Hein. Le mot indicateur, d'ailleurs, est incroyable. Hein. La sémantique est très claire. Hein. Indicateur, hein, ça fait l'hypothèse que le monde est stable. Hein. C'est que dans un monde qui est instable, un indicateur ne sert à rien. Hein, on est d'accord, hein. Si demain c'est différent d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc en fait, dans le monde de la performance, alors on adore, hein, les indicateurs de performance avec la loi de Goodhart qui va avec. Hein, et donc dans le monde de la robustesse, eh ben, on passe au test de robustesse. Ça, c'est un outil dynamique. L'indicateur de performance, c'est un outil statique. Le test de robustesse, il prend acte, hein, du fait qu'on rentre dans un monde instable. Et du coup, on fait des tests de robustesse. Alors, des tests de robustesse, il y en a plein. Hein. Vous pouvez imaginer, l'année prochaine, on a du pétrole qui est 30% plus cher. Dans 3 semaines, on a une élection qui donne un peu de chahut politique. Vous voyez, des trucs pas complètement ahurissants. Je vais vous en donner un dernier. L'année prochaine, on a un virus. Alors, ce n'est pas un virus biologique, hein, c'est un virus numérique. Et on l'appelait Covix. Et ce virus, en fait, il éteint Internet pendant 6 mois. Ce qui n'est pas complètement ahurissant, hein, quand vous voyez l'épidémie de cybersécurité un peu partout, hein, ça va arriver. Hein, donc, est-ce qu'on est prêt pour nos organisations, pour l'éducation, tout ça, de ne plus avoir Internet pendant 6 mois? Je pense qu'il faut vraiment faire ce test de robustesse. Hein. Il est urgent de le faire, en fait. Ça, c'est des tests de robustesse. Et donc, quand on fait ça, d'un seul coup, on prend des marges de manœuvre. Je vous prends un exemple très simple. À Bruxelles, ils ont décidé, pour les services sociaux, de remplacer les guichets physiques par des guichets numériques. Donc, je peux vous dire que la Fédération des services sociaux est vent debout contre cette décision, parce que c'est des publics qui sont plutôt fragiles, hein, pour les services sociaux. Et maintenant, on va leur demander de venir avec un smartphone, de scanner un QR code pour avoir de l'information. Alors ça, donc évidemment, c'est d'une fragilité incroyable, hein, voilà, s'il y a un virus, mais même sans ça, hein, même sans le virus. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils ont besoin d'un service. Si jamais ça ne marche plus, et si on a remplacé toutes ces bornes par des QR codes, il n'y aura plus personne derrière. Parce que les personnels, hein, qui sont formés pour accompagner ces personnes fragiles, hein, ils viennent là parce qu'ils ont une relation humaine. S'ils sont là juste pour faire scanner un QR code, ils vont disparaître, hein, ils ne vont pas rester. Hein. En fait, ils sont déjà en train de démissionner. Et donc, si on attend trop longtemps, on n'aura vraiment plus que des QR codes, hein, et donc on n'aura plus de services sociaux. Hein. Donc là, je vous invite à aller voir l'initiative Ceux qui nous arrivent à Bruxelles, et aussi le comité humain du numérique, hein, qui est en train de réécrire, enfin qui vient de finir d'ailleurs, un code du numérique. Donc c'est un code civil réécrit à l'ère du numérique, où en fait il y a un ensemble de lois
qui prend acte du fait que le numérique est un nouveau compagnon dans la vie de tous les jours, mais qui doit être au service des humains, et pas l'inverse. C'est tout bête, hein, mais c'est incroyable que... Voilà, il faut qu'on en discute, quoi. Bon, test de robustesse. Donc ça, c'est aussi une façon de rentrer dans la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le monde fluctuant. Il faut plutôt penser que notre cerveau pense que le monde est stable, par défaut. C'est très compliqué d'imaginer le monde instable. Donc le test de robustesse, c'est une façon de rentrer dans le monde instable, quoi. Alors un petit avant-dernier, je pense, sur des outils, quoi. Ça, en fait, c'est une pyramide qu'on a dans la tête dans le monde de la performance. Dans le monde de la performance, quand on fait un projet, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que mon projet est viable économiquement? Donc c'est la fondation du projet, hein. L'économie est à la base. Si c'est viable économiquement, alors ça fera du lien social. Et s'il y a du lien social, dans le temps qui reste, on va s'occuper de ce qu'on appelle de façon très périphérique l'environnement. Bon, bah ça, cette pyramide n'a aucun sens parce que l'économie, c'est une abstraction. En fait, la vraie pyramide, il manque une brique là, hein. Sous l'économie, il y a du pétrole pas cher, hein. Et donc là, le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance de pétrole, hein. Enfin, je caricature, hein. Enfin, en plus, il y a Florent, donc il faut que je fasse attention, mais c'est quand même un peu sacre. Donc du coup, dans le monde de la performance, qu'est-ce qu'on fait? Dans le monde de la robustesse, qu'est-ce qu'on fait? On inverse. En fait, dans le monde de la robustesse, on prend d'abord soin des milieux naturels. C'est la fondation de toutes les civilisations, de toutes les sociétés. Ça, c'est valable dans un monde fluctuant, turbulent. On prend soin des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça va créer du lien social. Et s'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Je peux peut-être juste vous donner un exemple pour l'illustrer. Imaginez que vous mettez une boîte à compost dans votre organisation, dans votre entreprise, je ne sais pas quoi. Si vous mettez une boîte à compost, donc c'est plutôt du soin au milieu naturel, alors c'est minimal, hein, mais c'est déjà quelque chose, quoi. Si vous avez une boîte à compost, du coup, il y a des gens qui vont s'en occuper, des collaborateurs qui vont nettoyer, qui vont faire l'échange, voilà. Donc ça fait du lien social, hein, tout ça. Et si vous avez une boîte à compost qui tourne bien, avec cette équipe qui tourne bien, peut-être que vous allez inventer des formations pour nettoyer la boîte à compost, des trucs. Et donc ça c'est un modèle économique. Vous avez créé un modèle économique. Ça va dans ce sens-là, voilà, ça percole dans ce sens-là, hein. On commence par le milieu naturel et on finit par l'économie. Et donc vous voyez, on a inversé, hein. Dans le monde de la performance, le modèle économique, c'est la contrainte d'entrée. Dans le monde de la robustesse, l'économie, c'est le produit de sortie. Et là, l'économie est à la bonne place. Ça doit être le produit de sortie. Un modèle économique, il doit être robuste, hein, dans un monde fluctuant. Donc il faut que ce soit le produit de sortie, quoi. Allez, une petite dernière pour la route, et ça va rejoindre ce que je vous ai dit sur les décideurs tout à l'heure, mais je le dis un peu d'une autre façon. Dans le monde de la performance, le décideur, c'est un meneur au service du pouvoir. Alors le pouvoir, hein, c'est du contrôle et de la prédation, hein. Enfin, j'y vais à la serpe, hein, vous avez compris, hein, je nuance pas, hein, on pourrait nuancer, mais bon. Ouais. Donc ça, voilà, et donc ça marche très bien dans un monde qui est très stable, abondant en ressources, il n'y a aucun problème. Vous pouvez stériliser un endroit, voilà, s'il y a de l'abondance ailleurs, c'est pas très grave. Donc dans un monde fluctuant et en pénurie chronique de ressources, il y a toujours des décideurs, mais les décideurs, ce sont des facilitateurs au service de la puissance. Et donc ils ont un autre rôle. Le décideur, dans le monde de la robustesse, il doit stimuler les initiatives locales, il doit désinhiber son collectif, il doit les mettre en interaction. Ça, c'est le rôle de facilitation. Et la puissance, ça veut dire que si le décideur n'est pas là, ça continue sans lui ou sans elle. Ça se propage, ça se déploie, quoi. Ça, c'est de la puissance. Et oui, c'est le contraire du pouvoir, hein. Le pouvoir rend impuissant. Le pouvoir rend impuissant. Je vais m'arrêter là. Donc, du coup, si vous voulez continuer à creuser, il y a le petit tract chez Gallimard, Antidote au culte de la performance, c'est 60 pages, un texte d'intervention, je l'ai écrit vraiment pour intervenir, quoi, voilà. Si vous voulez creuser plus, c'est la troisième voie du vivant, donc là c'est 300 pages, 500 références. De l'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale. Alors je l'ai écrit avant tout ce qui se passe maintenant, mais vraiment, on était déjà dedans, mais là c'est encore plus d'actualité. La santé commune, c'est le manifeste qu'on a écrit avec l'Institut Michel Serres. Alors il y a aussi un MOOC, Construire la robustesse, chez Sator, mais donc je vais faire de la pub aussi pour Florent Coureau, qui a un autre, donc qui est dans la salle si vous voulez voir, sur la comptabilité de demain, comptabilité écologique. Voilà, je vous le conseille très chaleureusement. Des conférences en ligne, YouTube, un TEDx, et puis des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Voilà. Et on a un peu de temps si vous avez des questions, des besoins de clarification, de nuancer, quoi. Merci. Question ?
Bonjour, alors j'ai plutôt une remarque. Moi, ce que vous me dites, ça me fait penser que sur la planète, tout le monde n'est pas dans le culte de la performance. Là, vous êtes centré sur l'Occident. Enfin, je ne sais pas comment désigner, mais bon. Donc, il y a d'autres sociétés qui ne sont pas dans ce culte. Et bon, voilà, pour avoir lu, je ne sais plus le nom de cette sociologue, en fait, dans ces sociétés qui ne sont pas dans le culte de la performance, on constate que pour être robuste, ces sociétés ne sont pas dans l'individualisme. Et donc, ça a fait que les sociétés n'ont pas évolué avec les gains que l'on a pu avoir en matière de libération des femmes. Donc voilà, c'est ça que ça m'a évoqué. Très bien, ça va me permettre de nuancer. En fait, alors, donc des sociétés robustes, hein, très clairement, notamment c'est les peuples premiers, hein, les peuples racines. Ils ont traversé, notamment les peuples précolombiens, hein, donc ils se sont fait coloniser, ils ont traversé des maladies, des épidémies, des famines, et ils sont toujours là. Enfin, beaucoup sont toujours là. Donc ça veut dire qu'ils ont une forme de robustesse sociale, quoi. Et Elinor Ostrom aussi a étudié des communs qui ont traversé les siècles. Donc ça peut être des parcelles de haute montagne, des rizières, donc c'est des structures sociales, socio-économiques qui sont robustes. Donc il y a déjà là robuste dans la société, hein, donc dans différentes cultures en effet. Et aussi un dernier point, c'est qu'en réaction au culte de la performance, qui est quand même pour moi dominant, parce que c'est en fait une forme d'américanisation, de modèle anglo-saxon hein, quelque part, qui s'est développé partout, il y a une réaction. Donc en Amérique du Sud, c'est le buen vivir. En Asie, enfin en Chine notamment, c'est le tangping, rester allongé, ce qui veut dire ça, un tangping, rester allongé. Donc, vous voyez, c'est des jeunes chinois qui disent nous on ne veut pas travailler 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Bon, on peut comprendre. Il y en a plein d'autres, le Swaraj en Inde, alors, qui était plus ancien, mais bon. Donc il y a beaucoup en effet de mouvements qui vont vers la robustesse. Mais alors, en effet, sur le côté conservateur, le risque conservateur hein, de la robustesse, en fait c'est là où il faut être subtil. Donc je vais nuancer, c'est ça qui est important. Si on va 100% dans la robustesse, c'est très fragile. Alors c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Parce que la robustesse, normalement, c'est stable malgré les fluctuations. Mais si on exclut complètement la performance, alors ça devient très fragile. C'est comme si nous, on n'avait pas accès à la fièvre. Si on n'a pas accès à la fièvre, la prochaine fois que vous avez un virus, vous mourrez. Hein, parce que notre corps ne fonctionne pas très bien. Donc il faut avoir accès à des moments de performance. Et donc toute la subtilité du monde qui vient, c'est que là, actuellement, on est drogué à la performance, mais vraiment à l'hyper-performance. Et quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Dans le monde de la polycrise, on fait beaucoup de robustesse, mais par contre, il faut absolument garder des niches de performance. Pour vous donner un exemple tout simple, c'est le pompier. Hein. Le pompier qui va éteindre son incendie, il est dans la performance. Ils ne doivent pas faire une approche participative pour savoir qui est le chef du feu. Hein. On est d'accord, hein. Il faut que ce soit décidé bien avant et on y va. Quoi, hein. Là, il y a du pouvoir, il y a de la performance. Hein. Et c'est très bien, parce qu'il faut être efficace, efficient. Quand on est dans l'incendie, c'est de la performance. Par contre, un pompier qui se forme, eh ben, il fait essai-erreur, il explore, il expérimente, et ben là, il fait de la robustesse plutôt. Et donc, c'est plutôt ça. Donc, en fait, c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais j'ai envie de dire que le monde de la performance, c'est le monde du burn-out des humains comme des écosystèmes. Quoi. Et donc, finalement, ça va brûler, même les avancées qu'on aura pu faire, finalement, ça va aussi les brûler. Quoi. Donc, c'est ce nouvel équilibre à trouver. Quoi. Mais merci pour la nuance. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais poser la question d'une solution que pourrait apporter la déconstruction en tant qu'individu dans ce schéma global en fait, que vous venez de présenter. Est-ce que j'ai besoin de préciser ou... Oui, alors déconstruction dans quel sens? Parce qu'il y a plein de... En capacité personnelle, en fait, arriver à se poser les questions de sa propre objectivité, de son propre ressenti, ouais. de ses propres mécanismes de domination, etc. Oui, alors en fait, le retour sur soi, c'est quasiment un travail psychanalytique, hein, finalement, hein, c'est de faire un peu une analyse. Alors, alors pour faire ce travail-là, c'est là que c'est typiquement, je vais un tout petit peu dévier, mais je pense que c'est ça que je peux dire. En fait, pour faire ce travail-là, ça veut dire qu'il faut formaliser ses pensées, quoi. Alors pour formaliser ses pensées, il faut parler.
Il faut verbaliser. Hein. Donc c'est tout le travail de la psychanalyse, c'est de verbaliser. C'est la parole qui est active. Et ce qui est incroyable, c'est que pour que ça marche, il faut parler pour parler. Alors c'est ça qui est incroyable, parce que justement, dans le monde de l'urgence, on aurait plutôt tendance à dire assez parler, il faut agir. Hein. Bon, c'est justement de ça qu'il faut parler. Hein. Il faut parler pour parler, parce que parler pour parler, ça permet de formaliser ses pensées. Et donc de faire exactement ce travail intérieur et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je pense ? Ça, c'est très... Dans le monde du contrôle et de la performance, on ne le fait pas, hein, parce qu'en fait, quand on verbalise, on a très peur de ce qu'on va dire. On est dans le contrôle, quoi. On ne veut pas trop parler, en fait, hein, parce qu'on ne sait pas trop bien ce qui va sortir. Hein. Dans le monde de la robustesse, alors là, voilà, on expose ses vulnérabilités, on parle pour parler. Et du coup, on est en miroir de soi-même, quoi. Et en effet, donc alors, on peut appeler ça la déconstruction, mais en effet, c'est une forme d'analyse personnelle, quoi. Ouais. Alors moi j'ai lu Antidote au culte de la performance, que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'ailleurs je vous engage à lire parce que c'est ce que vous avez dit aujourd'hui en plus développé avec plus d'exemples et je dirais peut-être plus proche de notre quotidien parce que vous abordez des sujets plus larges. Entre autres, moi j'ai des adolescents à la maison et ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve que vous apportez des idées au niveau de l'éducation, entre autres du culte de la performance chez nos enfants aussi. Que l'on travaille inconsciemment, parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on vient de ce schéma-là, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et maintenant, je me dis, aujourd'hui, vous êtes là, je ne sais pas combien on est, peut-être une centaine. Ce message, est-ce que vous le portez plus haut ? Si oui, où ? Et est-ce qu'il y a un travail qui est fait justement autour des structures de l'éducation ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nos enfants sont déjà assez alertes autour de tout ça. En tout cas, moi je vois mes ados, ils sont déjà très investis. L'écologie, ils sont nés dedans. Contrairement à mes parents qui ne trient toujours pas leur poubelle, les enfants ils ne savent pas faire différemment. Voilà, et donc je me disais, est-ce que vous intervenez auprès d'eux ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous interveniez auprès d'eux ? Alors, merci. Alors moi, on essaye, alors il y a plusieurs actions. On essaie, au sein de l'Institut Michel Serres, on va lancer des formations de formateurs. Parce que là, moi, j'arrive plus à suivre, j'ai des demandes et j'arrive plus à aller partout. Mais bon, je fais ce que je peux, hein, avec mon bâton de pèlerin, quoi. Mais j'en parle quand même à des publics très variés, hein, dans des écoles d'ingénieurs, dans des collectivités territoriales, dans des entreprises, tous ceux qui ont plus ou moins des leviers, quoi, hein, ça va à toutes les échelles. Donc je fais ce que je peux, quoi, mais je suis d'accord, pour moi, je pense que vous le voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère sur la robustesse, là, pour le coup. Et donc là, vous voyez, je fais un moment de performance ce soir, hein. Très clairement, c'est pas de la robustesse, hein, ce que je fais là. C'est de la performance, donc c'est le moment de fièvre, si vous voulez. Mais c'est, à mon avis, pour la bonne cause, quoi. C'est un moment de pouvoir, si vous voulez, presque un abus de pouvoir, voilà, en plus de ma posture de scientifique. Mais ouais, je me dis que c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, voilà, je fais de la performance pour faire installer la robustesse. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais du coup, sur les personnes que j'ai rencontrées, en fait, il y a des territoires qui sont plus ou moins fertiles à la robustesse. Et alors, j'ai remarqué que la Wallonie, en Belgique, hein, la Belgique francophone, est très fertile sur la robustesse. Alors, c'est pour plein de raisons, à mon avis, le fameux humour belge. Hein. L'humour, hein, c'est une posture de robustesse, parce qu'en fait, on expose ses vulnérabilités, on est dans l'autodérision. Donc ça, c'est typiquement... voilà, en Belgique, les gens ne se prennent pas trop la tête, quoi, et donc du coup, ça a très bien pris là-bas. Donc il y a des formations management robustes, il y a des charte du journalisme robuste. Le ministère de l'Environnement wallon a changé son logo, maintenant c'est une Wallonie robuste. Enfin, donc voilà, il se passe plein de choses. La RTBF, les médias belges prennent beaucoup le sujet, ils m'invitent assez souvent, il y a des relais, etc. Donc c'est parti, quoi, dans ce territoire-là. Il y a d'autres territoires où c'est moins le cas. Et donc en France, il y a plein d'endroits où il y en a. Il y a des formations robustesse qui sont en train de se développer aussi. Là, je viens de sortir de Florac, j'étais à Florac hier, donc voilà, Supagro, qui forme les lycées agricoles. Ils font une formation robustesse, ils s'y mettent, quoi. Ils vont s'y mettre. Donc en fait, il y a des petites niches comme ça. Et en fait, quand je fais un petit bilan comme ça rapide, quand j'en parlais aux entreprises il y a 5 ans, on m'écoutait poliment. On me disait, oui, c'est sympa, c'est de la biologie, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'économie, quoi. Bon, sauf qu'entre-temps, le Covid, la crise en Ukraine, toute la série des crises, quoi. Donc là, aujourd'hui, on m'écoute différemment, quoi. Mais c'est pas juste moi, hein, c'est juste que le monde est devenu plus fluctuant en 5 ans.
Et donc ça ne va que continuer comme ça. Donc du coup, ils ne sont pas idiots, quoi. Hein. Et donc c'est pour ça, voilà, le taux réparable, etc. Enfin, je veux dire, tout le monde en fait fait face à ces fluctuations, et en fait tout le monde s'y met à la robustesse. On n'a pas forcément mis le mot robustesse, mais finalement, on s'y met un peu tous les uns les autres. Alors là où ça freine, eh ben, c'est les grands groupes. Alors pas tous les grands groupes, mais beaucoup de grands groupes freinent parce qu'en fait ils n'ont pas de raison de changer leur modèle parce que ça marche toujours très bien. Ils ont une position hégémonique, donc ils n'ont aucune raison de changer. Et l'État. Alors c'est pas l'État français, hein. En fait c'est parce que c'est souvent des systèmes politiques trop éloignés, avec des postures politiques où il n'y a pas beaucoup de culture scientifique, hein, et du coup, le monde fluctuant, ils ne le voient pas. Ils ne sont pas au contact. Vous savez, quand on dit on n'est pas sur le terrain, etc., en fait, ils ne voient pas les fluctuations. C'est les oiseaux au cœur de la nuée, quoi. Donc, je ne leur lance pas la pierre, hein, c'est comme ça, quoi. Ils sont trop loin, quoi. Donc, en fait, ça va plutôt se passer au niveau territorial. Et là, au niveau territorial, j'ai rencontré des politiques territoriaux qui ont bien compris, qui ont bien pigé. Hein, à Lyon, à la métropole, là, la robustesse, on y va à fond, hein. Donc, je veux dire, c'est possible. Et donc, à mon avis, ça va se propager, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que je cherche des relais. Donc, emparez-vous de la robustesse. Tout le monde peut en parler. Hein. C'est un concept extrêmement simple. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler. C'est du domaine public. Hein. Ça ne m'appartient pas. Tout le monde peut en parler. Bon. Bonsoir, un grand merci, Bonsoir. très intéressant et passionnant. Un grand virage qui se présente à nous tous, c'est l'intelligence artificielle. Comment on la place entre la robustesse et la performance? J'imagine la réponse. Comment du coup la construire pour qu'elle devienne robuste et qu'elle s'intègre dans ce futur? Alors, l'intelligence artificielle, dans un monde drogué à la performance, l'intelligence artificielle sert la performance. C'est Total qui utilise l'IA pour trouver des nouveaux champs pétrolifères. Voilà. Donc en fait, c'est pas tellement l'IA qui est performante ou robuste, c'est comment on l'utilise, quoi. Donc, dans un monde drogué à la performance, on utilise l'IA pour faire de la performance. Mais on pourrait imaginer que l'IA soit au service de la robustesse. Et en fait, l'IA, enfin pour moi en tout cas, il y a un des aspects qui est intéressant dans l'IA, c'est qu'elle peut nous obliger à nous confronter à des choses de façon aléatoire. C'est la sérendipité, hein, grosso modo. Hein. Donc en fait, grâce à l'IA, on peut être exposé à des choses qu'on n'a pas imaginées, quoi. Ça peut être de la robustesse, parce que du coup, ça peut faire de la friction, ça peut nous mettre dans une forme d'inconfort. Vous voyez, toujours pareil, c'est des contre-performances qui peuvent nous permettre d'avancer, quoi, d'aller un peu, d'explorer d'autres voies, d'expérimenter. Voilà. Ça, c'est plutôt de la robustesse. Alors après, mais j'entends la question sur le risque de l'IA au service de la performance. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que quand on développe des outils numériques, alors que ce soit de l'IA ou autre, hein, des outils algorithmiques aussi, qu'on pense aux freins. Donc c'est ce que je raconte dans l'incohérence, d'ailleurs. En fait, les êtres vivants pensent la performance ou la croissance comme un problème, d'abord. Et du coup, les êtres vivants rajoutent des freins partout. Donc il y a des contradictions internes partout pour qu'on ne puisse pas partir en trajectoire exponentielle qu'on ne peut plus arrêter, quoi. Et donc il faudrait imaginer des technologies numériques, algorithmiques, IA, où il y a un frein, où il y a plusieurs freins. Alors l'exemple typique, hein, c'est le scrolling, par exemple. Le scrolling sur le téléphone portable, ça c'est de l'addiction. Hein. C'est en fait, plus on scrolle et plus il y a des trucs à voir. Hein, et donc ça ne s'arrête jamais, on peut scroller toute sa vie. Hein. Enfin, je ne vous conseille pas de le faire, hein, mais c'est addictif. Hein, plus on scrolle et plus il y a des trucs à voir. Donc du coup, donc ça, alors, ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui a inventé le scrolling, hein, Hazar Askin, qui vient de la Silicon Valley, hein, donc c'est un peu la mecque actuelle, hein, de la performance. Hazar Askin, il s'est rendu compte, enfin, c'est pas qu'il s'est rendu compte, moi je pense qu'il n'était pas complètement naïf, hein, il savait que c'était addictif, mais actuellement, il développe un scrolling visqueux. En fait, plus on scrolle et plus ça freine, quoi. Au bout d'un moment, on va lâcher son téléphone et on va aller jouer dehors, quoi. Voilà. À mon avis, c'est quand même beaucoup plus joyeux, quoi. Donc ça pourrait être ça, quoi. En fait, il faut que les IA, les outils numériques, les outils algorithmiques intègrent la frustration. Il faut qu'ils génèrent de la frustration. S'ils ne génèrent pas de frustration, ils vont générer de l'addiction. Et l'addiction, c'est une trajectoire exponentielle qui ne se règle que par de l'effondrement. Donc il faut absolument de la frustration dans le numérique. Et donc ça, vous voyez, c'est une contre-performance au service de la robustesse du groupe. Oui, j'avais une question par rapport au thème de l'activité cérébrale. Oui, on a tendance dans notre société à développer les performances cérébrales en activant par des activités diverses et variées l'activité du cerveau. Comment développer davantage la robustesse finalement de nos capacités cérébrales en ayant plus de discernement et puis de sagacité par exemple?
Alors ça s'appelle l'éducation. L'éducation à la coopération. En fait, quand on fait une éducation à la compétition, on va stimuler le fameux striatum du cerveau, et en fait même le cortex, pour qu'il soit au service de la compétition. Et on sera satisfait quand on aura gagné la compétition. Si on fait de l'éducation à la coopération, on aura la même dose de dopamine quand on coopère. Hein. En fait, c'est vraiment important de s'éduquer à la coopération parce qu'on va avoir une forme de reconnaissance physiologique qui sera en réponse au degré de coopération dans laquelle on est impliqué. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, hein, c'est plutôt la compétition qui est valorisée. Et donc ça veut dire évidemment complètement changer nos formats éducatifs. Hein. Donc ça veut dire qu'on fait plutôt du travail en équipe, qu'on laisse les élèves s'enseigner les uns aux autres, les profs sont plutôt là pour poser des questions. Enfin, c'est vraiment c'est un changement assez profond hein, finalement. Hein. Mais ça vient, hein, il y a de plus en plus de travail d'équipe dans les écoles, il y a la méthode Freinet, la méthode Montessori, enfin il y a toute une galaxie maintenant d'écoles de la coopération. Les écoles du dehors, hein, les écoles du dehors c'est l'exemple typique. Hein. Vous savez, on dit souvent, il ne faut pas que les enfants jouent dehors parce qu'ils vont se prendre une branche ou une abeille, quoi. Voilà. Donc c'est dangereux, quoi. Alors, il faut bien réfléchir. Hein. C'est plus dangereux pour un enfant d'être dans une salle de classe. Il y a beaucoup plus de polluants hein, dans une salle de classe. Hein. Donc en fait, il vaut mieux qu'ils jouent dehors. Hein. Et alors, dans un monde fluctuant, parce que dehors, en effet, il peut pleuvoir, il peut y avoir des branches qui tombent, et ben du coup, on coopère plus, quoi. En fait, s'il pleut, ben, voilà, on va prêter le kawaii à son voisin, quoi. Voilà. En fait, on commence à apprendre à habiter un monde fluctuant, quoi. Donc c'est une très belle école, hein, l'école du dehors. Hein. Voilà. Donc, mais c'est comme ça, en fait, qu'on recircuite son cerveau, quoi. Donc on court-circuite son cerveau. Merci. Merci. Une dernière question. Ouais. À l'autre bout. Mais sinon, je peux y aller. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et le fait que vous reliez beaucoup de choses, notamment à la philosophie. Parce que je pense que c'est un problème qu'on essaye de résoudre, des problèmes qu'on a identifiés avec la science comme des problèmes techniques, et on essaye de les résoudre avec des solutions techniques, sans avoir pensé à toutes les connexions qui existent, humaines, avec le vivant, végétal, animal, minéral. Je voulais me poser une question, c'est à propos du sacrifice, parce qu'on a parlé de la prédation. J'ai vu un documentaire qui parle des saumons qui remontent, qui vont faire leurs œufs, et ils se sont rendus compte par rapport au végétal qu'en fait ces saumons morts servaient aussi aux végétaux pour les nourrir. Et donc j'ai trouvé ça assez étonnant, cette génétique du saumon qui va remonter pour faire ses œufs, pour faire des petits, et pour nourrir par sacrifice presque. Donc cette notion de sacrifice, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu oubliée. D'accord, bah, merci. Alors en fait, quand je disais tout à l'heure, je l'ai dit beaucoup moins joliment, hein, je parlais de gâchis, hein, de dire que les êtres vivants gâchent énormément d'énergie, gâchent énormément de ressources. En fait, on pourrait dire qu'ils font des dons. Donc on peut appeler ça aussi un sacrifice, hein, mais quelque part, c'est dans un monde circulaire. En fait, c'est quoi la circularité ? La circularité, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles le gâchis n'est pas un problème, où le don est favorisé, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est presque le contraire de la sobriété, hein, la circularité. Hein, en fait, et donc, en fait, en effet, les êtres vivants donnent énormément. En fait. Quand je dis qu'ils gâchent, en fait, c'est qu'ils lâchent beaucoup de ressources dans l'environnement, quoi, pour que les autres vivent, fassent plus d'interactions, s'entraident. Enfin, c'est vraiment... Alors, en fait, il n'y a pas de volonté, hein, toujours pas. Il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'objectif. Mais c'est ça qui a été sélectionné au cours de l'évolution. En fait, c'est un système d'interaction qui émerge de ce don permanent, quoi. En fait, ou dit différemment, en fait, les plantes vivent très bien avec 1% de l'énergie solaire. Le reste, voilà, c'est pour le reste de toute la vie sur Terre. Vous savez, notre planète est bleue, mais le monde est vert. Hein. Ça, c'est les plantes, hein, les 99% qu'elles gâchent, quoi. Donc, et en effet, donc là, il y a une question. Alors, juste sur la circularité, je vais rebondir là-dessus pour aussi un point important, c'est que la sobriété, hein, c'est un très bel objectif. Mais en effet, ça ne répond pas à la question du sacrifice. C'est qu'en fait, si on met la sobriété d'abord, eh ben, il y aura des effets rebonds. Hein. La sobriété, souvent, on la réduit à de l'efficience. Hein. Donc, en fait, si on fait de la sobriété, en fait, on va faire de l'ébriété. Voilà. Donc, la sobriété, c'est un très bel objectif, mais c'est une très mauvaise stratégie. Il faut commencer par la robustesse. La robustesse, c'est un principe pragmatique dans un monde fluctuant, mais c'est aussi une méthode. Il faut commencer par la robustesse. Et là, après, voilà, il y aura de la circularité, il y aura tout ça, quoi.
Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Oui, désolée, on a vu de libérer Olivier qui est dans l'ultra performance en ce moment. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah non, il n'y a pas de... Bon, bah, ça va être deux têtes. Simplement pour vous dire que la semaine prochaine, à la médiathèque, on a une nouvelle conférence qui sera cette fois-ci sur les perturbateurs endocriniens, donnée par le docteur Aurélie Portefeuille. Et je voulais en profiter aussi, parce qu'on a la chance qu'elle soit là, et j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir de la spotter comme ça direct, mais vous dire qu'on sort un nouveau podcast qui s'appelle Destination Recherche, et comme on a voilà, la personne Aurélie qui est ici, qui l'a créé, j'aimerais qu'elle en parle. Je ne suis pas du tout prévenue. Ok, merci. Et merci Olivier, parce que moi pour le coup j'interviens beaucoup en entreprise et en école et je parle tout le temps de la robustesse, j'essaye, donc je Parfait, prône ce relais. Oui, du coup Destination Recherche, c'est un podcast imaginé par la Fondation Evertea. Et en fait l'idée c'est d'aller à la rencontre des chercheuses et des chercheurs, pas forcément pour axer sur le sujet de recherche, mais pour comprendre ce qui les a amenés à faire ça, à faire de la recherche, pour aller découvrir vraiment, c'est un peu on passe la journée avec la personne et elle nous parle de ce qui l'anime, de ses doutes, de ses difficultés, de la manière dont elle travaille. Donc voilà, c'est hyper intéressant. On a déjà fait 2 tournages pour ce podcast. Et donc il y en a un premier là d'épisode qui est sorti, qui vient de sortir, donc je vous invite à écouter Destination Recherche, c'est sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et là pour le coup c'est avec un chercheur qui travaille sur le pergélisol, peut-être que vous l'avez entendu l'année dernière parce qu'il était intervenu. Voilà, donc on a beaucoup discuté de lui, de ce qui l'anime, de ses doutes et des difficultés qu'il rencontre. Et puis on aura aussi un épisode dédié sur le pergélisol. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci, bien sauvée par Marie-Cécile, merci. Et ben, je vous libère et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'être venus.